Donc, merci d'être là ce soir. Donc, on est encore en comité un peu restreint, compte tenu de plein de choses qui se passent en ce moment. Je ne vais pas faire un bilan de l'actualité. Il y a quelques mouvements de ci, de là. Bref, en tout cas, donc, nous sommes heureux de repartir avec vous donc, aujourd'hui, avec Frédéric Garnier, que vous présentera davantage Stéphane, parce que c'est son invité. Et je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, vous êtes de nouveau conviés. Alors cette fois-ci, normalement, on sera dans l'amphithéâtre, parce qu'on devrait l'avoir cette fois-ci, et ce sera pour parler du secret médical avec Philippe Bizouarne. Voilà, c'est la semaine prochaine, c'est pour ça que je le dis. Merci, et puis bonne soirée. Merci Frédéric d'être venu ce soir. Donc Frédéric Garnier est archiviste aux archives départementales de Loire-Atlantique. Elle a suivi des études d'histoire avant de poursuivre donc, des études en archivistique. Et donc, elle pourra vous en parler en fin de conférence pour présenter ses études. Donc, Frédéric, je ne vais pas trop m'étendre. Tu vas pouvoir commencer. Donc, le secret des archives. Parfois, un peu exagéré, on va dire, mais d'autres fois, effectivement, des normes qui s'appliquent et tu viens nous en présenter à la fois l'historique et puis le fonctionnement actuel. Merci. Merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie de m'accueillir ce soir pour cette conférence dans votre cycle sur les secrets. Donc, je vais vous parler des archives. Donc, c'est peut-être un monde que vous connaissez ou pas du tout. Voilà, je vois que c'est partagé. Donc je vais essayer de vous présenter dans un premier temps l'institution, ce qu'elle représente, comment ça fonctionne. Et puis, bien sûr, on ira très vite sur la thématique du secret. Est-ce que les archives sont secrètes, déjà ? Dans quel cas la communication peut être différée ? Comment ça se passe ? Quelle est la législation ? Et puis des cas particuliers ou des cas d'actualité qui pourraient être exposés dans un dernier temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de conférence, à m'interrompre, parce que c'est vrai que parfois, dans le fil du déroulé, ça peut être intéressant d'en parler directement. Donc, j'ai quand même fait un petit historique, parce que, bien sûr, quand on a fait des études d'histoire, eh bien, on se plonge dans cette institution et il faut revenir aux origines. Donc, il faut savoir que la règle, pendant longtemps, c'est l'éparpillement des archives. On est quand même dans une civilisation où l'écrit est important, même s'il y a aussi des archives orales et qu'elles sont importantes. On a quand même une tradition de l'écrit très ancienne, comme vous le savez. Et les archives, eh bien, elles sont conservées, qu'on ait une action publique ou privée, elles sont conservées un peu partout et n'importe où, je dirais. Et donc, les archivistes aiment raconter cette histoire qu'en 1194, Philippe Auguste, le roi, perd ses archives lors de la bataille de Fréteval, durant lesquelles les troupes anglo-normandes et angevines de Richard Cœur de Lion tendent une embuscade à l'armée française. Donc, vous savez sans doute qu'à l'époque, le roi de France, il se promène avec la cour, avec les meubles, avec tout le matériel nécessaire, mais également avec ses archives. Ça va être la première prise de conscience de la nécessité de faire abriter ces archives dans un lieu fixe, on va dire, pour éviter ce genre de dégradation. Et donc, ça va être vraiment le premier lieu de conservation au Louvre d'abord, puis à la Sainte-Chapelle, de ce qu'on va nommer le trésor des chartes. Donc les chartes étant les textes fondateurs qui prouvent à la fois les droits du royaume et les différents traités avec les pays, les régions, etc. Donc on a pour tradition de dire que ça constitue un fondement un peu des futures archives du royaume. Sous l'Ancien Régime, pour toutes les autres charges, donc les archives sont conservées, comme je vous l'ai dit, chez les titulaires des charges. Les notaires ont leurs archives généralement dans leur étude, souvent dans leur demeure d'ailleurs, de même que ceux qui occupent d'autres charges pour le roi.
Il y a également les familles, notamment les familles les plus aisées, mais également les familles qui passent des actes devant notaire, etc., qui vont avoir leurs propres archives dans leur domicile. Et puis, c'est à la Révolution française qu'on va créer des dépôts proprement dit dédiés aux archives publiques, puisque les archives privées, ça reste toujours chez les particuliers, les entreprises, les associations. Il y a toujours cette réalité, même si on peut faire des dépôts ou des dons auprès de dépôts d'archives publiques. Pour la partie publique qui nous intéresse, on va avoir 2 textes fondateurs. En 1790, la naissance des archives nationales et en 1796, les archives départementales. Vous savez que les départements sont créés à la Révolution. On va décider de créer un dépôt d'archives départementales dans chaque chef-lieu de département. Donc c'est vraiment la naissance de ces institutions. Il faut savoir également que ces archives départementales, elles vont accueillir les archives publiques des administrations d'Ancien Régime. Donc en fait, les administrations qui avaient déjà leur siège dans le chef-lieu ou sur le territoire, elles vont être donc accueillies dans ces nouveaux dépôts. Donc il va y avoir un certain nombre de textes qui vont se mettre en place, mais on est quand même sur une réglementation qui est assez floue au 19e. Il y a peu, c'est une législation qui se met en place très très doucement, avec en 1841 le premier, ce qu'on appelle le cadre de classement des archives départementales. Tout simplement, ça signifie que dans tous les dépôts où vous pouvez aller en France, vous aurez le même système de classification. Pour ceux qui fréquentent des bibliothèques ou des centres de documentation, c'est un peu pareil, il y a des classements souvent identiques. Donc dans les archives, on a un cadre réglementaire unique, que l'on soit donc dans les Bouches-du-Rhône ou en Vendée. Et puis en 1842 et 1979, on suit aussi des cadres de classement pour les archives communales, puisque le maire a également, dès sa création, l'obligation de conserver tous les écrits nécessaires à la bonne marche de la commune. Donc il est responsable de des archives de la commune et il doit en assurer la bonne conservation. Donc logiquement, le législateur va suivre l'exemple des archives départementales en créant un cadre réglementaire pour ces archives communales. Mais il faut attendre donc un siècle pour qu'il y ait une loi dédiée aux archives, puisque c'est en 1979 seulement que la loi du 3 janvier va reprendre, on va dire, toutes les circulaires ou réglementations qui avaient été mises en place dans une loi dédiée à la question des archives publiques notamment. Et donc elle va être révisée en 2004 et aujourd'hui, donc tous les textes fondamentaux, on va dire, sur les archives sont consignés dans le Code du patrimoine qui reprend dans ses articles, on va en voir quelques-uns ce soir, la législation, l'essentiel de la législation en matière d'archives. Donc si on prend la définition officielle, mais je crois que vous l'aviez, je crois avoir vu sur la fiche, du Code du patrimoine, justement, donc un des articles du Code, on nous dit que les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données. Donc ça, c'est une nouveauté maintenant qui a quelques années, mais on a intégré la notion de données, puisque on va le revoir dans la définition, c'est quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les archives, elles existent en France en tout cas dès leur création. Souvent on a une image, les archives ce sont des vieux documents, etc. Pas pour le législateur. Et par ailleurs, le support n'est pas un critère. Donc là, je vous ai mis quelques exemples où on peut aller du parchemin médiéval à la photographie faite par la direction de l'équipement, un registre de recensement de population, des données au format numérique ou par exemple un extrait de plan cadastral. Donc tout ça, ce sont des archives. Et ce qui va différencier les archives publiques des archives privées, ça va être le producteur, celui qui a produit les archives. Si c'est une administration, on va être dans des archives publiques ou un organisme chargé d'une mission de service public. Si on est sur un producteur, un particulier, eh bien, on va être sur des archives privées. De même pour une entreprise ou une association.
Donc, comment sont organisées les archives? J'ai bien conscience que la carte est peu lisible, c'est juste pour montrer qu'il y a un maillage territorial. Toutes ces informations, je vous donnerai les références aussi à la fin, vous les retrouvez en ligne, notamment sur le site interministériel des Archives de France. C'est un annuaire interactif qui montre qu'en fait, il y a tout un maillage qui va de l'échelon national à l'échelon local. Et donc, on va avoir ainsi toute une organisation qui s'appuie sur ce service interministériel des Archives de France, qui dépend du ministère de la Culture, qui va, lui, animer, piloter, contrôler l'action de l'État en matière d'archives. Donc, à la fois, il va avoir une mission régalienne, notamment sur les archives, le contrôle des archives au niveau national. Il va avoir une mission d'animation, de réglementation, de formation, dispenser également les bonnes pratiques, contrôler la bonne tenue des archives publiques. Et puis une mission aussi culturelle et de valorisation, avec notamment aujourd'hui un portail dédié aux archives en France. Et puis ensuite, on va décliner, comme je vous l'ai dit, au niveau de la carte, des services d'archives. Un service d'archives nationales qui se trouve sur 2 sites différents. J'avais mis la photo juste avant. Ah oui, pardon, je passe les diapos, mais c'est Stéphane. Donc on a un dépôt en plein Paris, dans le Marais, avec des salles d'archives assez remarquables qui sont visitées notamment lors d'expositions, visites de journées du patrimoine. Et un bâtiment contraire très nouveau, donc à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, où là, on a aussi tout ce qui se fait de plus récent en matière de conservation aussi numérique. Et puis, je vous ai mis la photo des archives départementales de Vendée, parce que je ne sais pas si vous les connaissez, elles sont rue Axo, quand même, si. Voilà. Donc, vous avez l'entrée des archives départementales de Vendée. Donc, on va retrouver ces différents services-là dans tous les départements, des services communaux et aujourd'hui intercommunaux, avec de plus en plus aussi une mutualisation au niveau des intercommunalités pour aussi avoir, par exemple, un local d'archives ou un professionnel qui peut donc traiter ces archives. Et des services régionaux aussi. Donc les régions sont plus récentes, mais elles ont des archives quand même depuis 1983. Donc on a en Pays de Loire, par exemple, un service régional dédié à la conservation dans l'hôtel de région. Donc pourquoi on conserve ces archives? Parce que parfois on peut se dire à quoi ça sert de conserver tout ça, vous avez vu les bâtiments, etc. Donc il y a plusieurs choses. Pour les archives courantes, dans les administrations, c'est souvent un peu plus facile à appréhender, puisqu'on sait que pour gérer un dossier, donc remplir une mission de service public, il faut avoir les documents qui s'y rapportent ou les données. Il y a également une dimension de justification des droits et obligations, que ce soit pour vous ou pour une puissance publique, pour prouver vos droits ou les droits de l'État ou des administrations, il faut conserver des preuves, tout simplement. Et puis, il y a une dimension qui est plus difficile à appréhender et qui est aussi tout le travail de l'archiviste et des historiens, c'est la documentation historique. Qu'est-ce que l'on va garder à terme, puisque vous imaginez bien que dans la production exponentielle que nous avons, et le numérique a plutôt encore aggravé, entre guillemets, les choses, il va falloir faire du tri. Donc les 2 premières raisons que sont la gestion courante et la justification des droits, pour un certain nombre de documents, elles vont s'éteindre après un certain nombre d'années et on va opérer des tris dans les administrations. Ce qui va arriver dans les dépôts d'archives, ce sont bien les archives dites définitives ou historiques. On estime que c'est environ 10% de la production. Voilà, en gros, ça dépend des services, mais voilà. Et que vous soyez service public ou particulier, vous avez le même besoin de conserver vos archives. C'est-à-dire, vous avez la gestion courante, si on prend le cas d'un particulier, la gestion courante de la vie, on va dire, si on a un appareil, on va garder la facture le temps que la garantie fonctionne, si on doit prouver que l'on avait bien acheté. On justifie aussi ses droits et obligations. On a des actes notariés ou des baux locatifs. Pourquoi pas des bulletins de salaire pour éventuellement un jour faire valoir ses droits à la retraite. Donc vous avez des pièces comme ça qui vont justifier vos droits et aussi vos obligations. Mais vous allez aussi conserver une documentation historique, souvent sans le savoir.
C'est souvent difficile à appréhender, mais vous allez dire « Ah oui, j'ai gardé des cahiers d'école » ou j'ai gardé des dessins d'enfants » ou bien j'ai gardé des photos. Donc voilà, vous aussi, vous avez conservé des archives à des fins historiques. Donc la dimension qui est différente pour les archives publiques, c'est que ces archives, elles sont imprescriptibles et inaliénables. Ça signifie que quand on a le statut d'archive publique, on le reste tout le temps et on ne peut pas les vendre ou par exemple sur une plateforme de vente en ligne. Elles sont inaliénables. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans la chaîne archivistique, qu'on soit chez nous ou chez vous, on collecte, on classe, on conserve et on communique. C'est ce qu'on appelle les 4 C dans notre métier. De ce fait, il faut bien voir que la finalité de cette chaîne-là, c'est la communication et c'est pour cela qu'on conserve des archives. Donc, c'est aussi tout le sens de cette conférence, de montrer que notre travail, c'est quand même à terme de communiquer ces archives. Tout document, a priori, conservé dans un dépôt d'archives a vocation à être communiqué un jour. L'incommunicabilité, en fait, elle n'existe pas. Ça a été érigé par la Révolution. On est dans une période où on veut une transparence, l'accès à tous, l'égalité. On déclare dans la Déclaration des droits de l'homme que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ceci est renforcé donc par une loi en 1794 qui va plus loin en disant « Tout citoyen peut demander communication des documents qui sont conservés dans les dépôts des archives aux jours et heures qui sont fixés. » On admet quand même que les dépôts ne soient pas ouverts jour et nuit. Mince. Mais vous voyez qu'en 1794, il y a vraiment cette volonté d'ouvrir au plus grand nombre. Les administrations doivent être vraiment au service des citoyens. Et puis, alors ça a étonné déjà nos voisins en Europe, cette grande ouverture, parce qu'ils y voyaient quand même un danger, y compris pour leurs propres affaires, puisque imaginez si un citoyen voit un traité qui n'est pas encore connu, ou des échanges qui sont confidentiels, etc. Donc il y avait un peu déjà cette suspicion sur ce point. Et puis on va avoir un durcissement progressif de la législation, parce que cette notion de transparence, assez vite, on voit qu'elle est contrebalancée par aussi une gestion du risque, tant pour les individus, leur vie privée, que pour l'État. Donc on va voir un durcissement progressif, notamment, donc ce sont quelques exemples, mais en 1856, un règlement qui stipule que pour avoir droit à la communication immédiate des documents demandés, ou un refus expressément motivé, il fallait être fonctionnaire public, membre ou lauréat de l'Institut, docteur d'une faculté, archiviste paléographe ou élève de l'école des chartes. Donc on voit déjà qu'on a mis une petite différence entre le citoyen lambda et une certaine élite. L'école des chartes, donc on pourra en reparler comme disait Stéphane pour ceux que ça intéresse, mais c'est l'école qui forme les conservateurs paléographes, qui sont aujourd'hui, pour la plupart ensuite, destinés à être directeurs des services notamment d'archives départementales. Donc une école prestigieuse située à Paris. Donc là, voilà, déjà on voit un bémol, un gros bémol qui est mis. Et en 1898, on voit un décret qui énonce un principe d'un délai de communicabilité. On voit apparaître que seuls les documents de plus de 50 ans d'âge seront librement communiqués au public. Donc là, vous voyez que le 19e, comme dans beaucoup de sujets, a resserré en fait petit à petit la législation. Et 100 ans après, en 79, eh bien, ce principe est complètement admis par la loi, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de communicabilité d'archives publiques avant 30 ans. Donc ça a baissé, mais quand même. Et là, c'est assorti de délais de droits communs spéciaux fixés à 60, 100, 120 ou 150 ans pour des documents dont la communication porterait atteinte à certains secrets. Donc on voit apparaître aussi cette notion de secret qui existait quand même aussi avant la Révolution sur certains actes, mais elle est admise dans cette notion quand même dans cette loi d'archivage sur les archives publiques. Quels sont les objectifs de cette protection ?
c'est le fonctionnement des organismes producteurs d'archives. Si on est en train de gérer un dossier un peu sensible, et bien sûr les pièces qui peuvent gêner au bon fonctionnement, prenons l'exemple de la justice, il y a un secret de la procédure. La vie privée des personnes, puisque si on met sur la place publique effectivement des données à caractère personnel, c'est aujourd'hui une question quand même qui est très forte, surtout avec la présence massive du numérique, eh bien on peut mettre en danger la vie d'autrui aussi, ou en tout cas son droit à la vie privée. Et il y a la sûreté de l'État. Et cette sûreté de l'État, on va voir qu'elle a été, au fur et à mesure des conflits et des menaces qui ont pesé sur cette sûreté, elle a également entraîné des durcissements. Donc, je vous avais parlé de la loi de 2008 et d'une ordonnance de 2004 qui vont reprendre ces délais de communication. On va voir une évolution cependant, puisque le délai de 30 ans, vous savez, qui était devenu obligatoire, incontournable, il disparaît. Donc on réaffirme dans les années 2000 que le principe, c'est la libre communicabilité. Et on a sorti tout ça quand même de délais qui vont donc de 25 ans à 100 ans pour protéger, donc là j'ai fait une liste mais qui est illisible, mais plus pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'exceptions, 25 ans par exemple pour protéger le secret industriel et commercial, 50 ans pour protéger la vie privée, 75 ans pour protéger les affaires portées devant des juridictions, etc. Et donc ces exceptions, elles sont clairement décrites dans le Code du patrimoine, donc a priori, les archivistes ne peuvent pas aller à l'encontre de ces délais et ils ne peuvent pas non plus refuser la communication de documents qui ne seraient pas concernés par ces délais. Alors, c'est vrai que ça peut sembler excessif, mais quand on parle d'un dossier de carrière, par exemple, d'agent ou d'un dossier médical, quand on est concerné par l'objet de ce dossier ou une mesure, par exemple, de protection sociale ou de protection d'assistance sociale ou d'aide sociale à l'enfance, on peut comprendre qu'il y a un besoin aussi de protéger les personnes. Donc, c'est un équilibre, en fait, entre la libre communicabilité et le secret qui doit garantir un certain nombre de droits. Donc là, comme je vous avais dit, on a des délais différents. Et on a aussi là une influence également de l'actualité, puisqu'on va voir apparaître une notion qui n'existait pas, qui est celle de la minorité. En fait, on dit, ok, la justice, 75 ans, mais 100 ans s'il y a des mineurs dedans, victimes ou coupables. On va voir apparaître aussi des notions qui complexifient encore énormément l'application de ces délais. Puisque, par exemple, le dossier de justice étant mélangé, si on a des victimes mineures, on est obligé de tout mettre à 100 ans, quand on pouvait les mettre à 75 auparavant. Donc, et ceci est très influencé par les affaires portées devant les juridictions concernant des mineurs, des agressions sexuelles, etc. Donc, on voit que le législateur aussi adapte les textes à son environnement social, y compris au niveau des archives. Donc, il n'y a qu'une typologie, a priori, qui va rester non communicable tout le temps, c'est, je lis exactement ce qui est écrit, les archives publiques dont la consultation permettrait de fabriquer, concevoir ou localiser des armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ou ayant des effets de destruction d'un niveau analogue. Là, c'est la seule exception. Vous en avez une autre qui sont les plans de prison, pour une raison évidente, mais 50 ans après, quand même, la fin de la prison, alors je ne sais pas pourquoi 50 ans, parce que quand même ça laisse le temps d'évacuer tout le monde, mais ils deviennent communicables. Alors que là, on est sur une typologie qui est quand même très particulière et qu'on peut concevoir. Donc normalement, en dehors de ça, ça n'existe pas la non-communicabilité à terme. Par contre, vous avez vu qu'elle peut intervenir très tard, cette communicabilité. Alors, heureusement, il est possible d'accéder aux archives avant cette date, sinon on ne ferait plus d'histoire contemporaine. Et ce n'est pas toujours facile de faire de l'histoire contemporaine pour cette raison aussi. Il est possible de formuler une demande d'accès anticipé à des archives non librement communicables. Donc, je vous ai mis les articles du Code pour ceux qui veulent aller plus loin. Et vous avez également des documents... Donc, il y a un formulaire de demande qui est disponible sur le site des Archives de France.
Simplement, ce formulaire, il a pour but aussi de ne pas faciliter trop la tâche d'un usager qui voudrait juste voir le dossier de son voisin ou une curiosité, on va dire, un peu malsaine, puisqu'il est nécessaire de justifier dans ce formulaire-là pourquoi on fait la demande, que ce soit pour une histoire personnelle ou dans le cas de recherche scientifique, historique, et d'expliquer donc la finalité. Et on a aussi des engagements de réserve et de non-reproduction des documents à garantir. Donc il y a un certain nombre de garde-fous. Et la procédure veut qu'on ait aussi l'autorisation du service qui a produit les documents. Et donc auparavant, ça remontait jusqu'aux archives de France. Donc vous voyez une procédure quand même lourde. Et depuis très peu de temps, c'est le directeur des archives départementales où sont conservés les documents qui donne son avis. Et ça remonte que s'il y avait un litige entre les deux. Donc en fait, vous voyez que cette procédure, elle existe pour des recherches, mais elle n'est quand même pas facile à mettre en œuvre. Et donc, a priori, c'est aussi pour décourager des recherches qui ne seraient pas justifiées par un besoin de recherche scientifique ou de recherche d'histoire personnelle. Donc, il y a une autre particularité aussi pour lever ces délais, parce que nous, on parle plus de délais que de secret. Vous avez compris que c'est quelque chose qui est un peu, pour nous, différent. Il y a aussi la possibilité, depuis 1979, d'ouvrir des fonds de manière très large à tout le monde, en fait. C'est-à-dire la dérogation, elle est individuelle. C'est un chercheur ou une personne qui demande l'ouverture. Là, on va décider par une décision ministérielle d'ouvrir des fonds. Donc c'était déjà dès 1979, c'est à nouveau prévu en 2008. Et donc, par contre, on précise que comme pour la dérogation individuelle, on ne pourra pas reproduire les documents ni les réutiliser librement. Donc c'est à peu près le même contexte. C'est une procédure qui reste exceptionnelle, mais je voulais quand même vous en parler, parce que ces procédures, elles vont se faire au fur et à mesure où, on va dire, la société est prête à ouvrir petit à petit les fonds. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail mémorial au niveau de la Seconde Guerre mondiale qui a été très long. La plupart des textes, des arrêtés d'ouverture ont concerné cette guerre. Dans un premier temps, ils ont concerné la période de la guerre, mais pas de la collaboration. Donc il y avait des exceptions, ni de l'épuration. Et puis petit à petit, les arrêtés ont progressé au fur et à mesure aussi où la parole et les recherches ont pu se faire de manière, on va dire, un peu plus apaisée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la même chose avec l'ouverture progressive des fonds sur la guerre d'Algérie depuis les années 2019, puis 2020 et 2021. Qui vont de pair aussi avec des reconnaissances au niveau de l'État, des responsabilités, dont vous avez sans doute entendu parler, et d'un rapprochement aussi politique et économique entre la France et l'Algérie. Donc, les archives, en fait, elles suivent aussi ce mouvement. Et puis, on va voir aussi qu'il y a des archivistes qui se sont engagés sur ces questions-là auparavant. On a également les ouvertures qui sont faites en 2021 sur les archives relatives au Rwanda. Donc là aussi sur toute une procédure qui a été entamée aussi au niveau politique de reconnaissance et donc d'ouverture des fonds qui vont de pair avec ce travail en fait possible de mémoire. Ici, j'ai mis un tweet du ministère de la Justice qui est très récent puisque en avril de l'année dernière, on a eu une ouverture anticipée. Donc on gagne environ 10 ans pour les chercheurs sur les archives du procès qu'impliquait Maurice Papon. Donc là aussi, on voit que ce n'est pas encore terminé. Donc, et le ministère de la Justice tweet « Cet accès aux sources d'archives de la Seconde Guerre mondiale contribue à lutter contre le révisionnisme et l'oubli ». Donc on voit aussi que derrière, il y a quand même une dimension politique et très forte. Et pour cette ouverture de fonds, on a aussi eu, donc, notamment sur l'Algérie, je voulais vous donner un exemple concret, puisque vous avez peut-être sans doute entendu parler de Maurice Audin, qui était
mathématicien, assistant à l'université, membre du Parti communiste algérien, qui donc meurt et est disparu. On n'a pas la date de sa mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et dès le départ, sa femme et beaucoup de ses proches vont affirmer qu'il a été tué pendant son interrogatoire. L'armée et l'État français vont prétendre pendant longtemps qu'il s'est enfui, qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et un jour, donc, le général Osares affirme qu'il a donné l'ordre de le tuer au couteau. Donc, c'est une reconnaissance, en fait, de cet assassinat. En 2014, François Hollande reconnaît, en tant que président de la République, la responsabilité de l'État, sans ouvrir les archives. Donc, on voit que c'est quand même progressif. Et donc, en 2018, le président Macron reconnaît officiellement les responsabilités de l'État et de l'armée. Et on a vu que juste après, on a l'ouverture des fonds sur un certain nombre de questions de l'Algérie. Donc, c'est un exemple qui montre comment des gens qui ont, depuis la fin des années 50, essayé de faire éclater la vérité, en fait, n'ont pas eu accès aux archives, n'ont pas eu accès aux témoignages. Et finalement, très, très lentement, cette vérité peut être prouvée par des archives et à la fois une reconnaissance aussi des responsabilités. Donc, quand on parle de secret, si je prends la définition du Larousse, c'est qu'il n'est connu que d'un très petit nombre de personnes et ne doit pas être divulgué aux autres. Je me suis dit, est-ce que nous, dans les archives, on parle beaucoup de secrets ? Donc j'ai cherché dans le corpus du Code du patrimoine, on évoque le secret des délibérations du gouvernement et des autorités, le secret des affaires, c'est ce que j'appelais le secret industriel et commercial, on protège les dispositifs ou les différentes objets qu'on peut créer, etc. Le secret en matière de statistique, le secret médical, mais vous allez en parler la semaine prochaine, et le secret de la défense nationale. Donc ça, c'est aussi un grand sujet d'actualité qui a été réactivé là aussi par les événements que l'on a connus, notamment le terrorisme. Donc on parle bien quand même de secret, et il y a aussi un autre type de dossier qui m'est venu en tête en préparant cette conférence, c'est l'accouchement sous le secret, plus connu de sous X, qui est une spécificité française, il existe dans très peu de pays, donc qui dispose dès la Révolution que la fille enceinte pourra se retirer secrètement pour faire ses couches et qu'à aucun moment on lui demandera son identité. Et là aussi, donc c'est vraiment le seul type de dossier où on a aussi cette notion de secret à conserver, qui n'est pas facile d'ailleurs à respecter dans la conservation des archives. Et on voit que là aussi, l'évolution de la société a remis des garde-fous à cette procédure, puisqu'en 2002, donc, il y a toujours cette possibilité qui est affirmée d'accoucher anonymement, mais on crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le CNAOP, qui, si la personne concernée, l'enfant devenu souvent adulte, souhaite accéder à ses origines, le CNAOP va pouvoir être saisi et essayer de mener une enquête. Donc on a régulièrement des demandes du CNAOP de recherche dans les archives. Et également, cette loi affirme que la femme pourra lever le secret de son identité à tout moment au cours de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une notion de pouvoir revenir en arrière qui n'existait pas auparavant. Donc là aussi, on voit que c'est quand même une exception dans la législation. Il y a peu de naissances sous X en France. C'est vrai qu'on en parle régulièrement, mais c'est tout de même assez rare. Mais en 2002, le législateur a essayé de concilier aussi cette nécessité d'avoir accès pour certains à leurs origines. Donc on voit qu'il y a d'autres possibilités qui sont mises en place. Alors après, je me suis posé aussi la question en tant qu'archiviste, est-ce qu'il y a eu des archivistes engagés, puisqu'ils ont accès à ces sources fort logiquement, vous voyez bien sur la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, on a des fichiers, on a des archives dans les dépôts. Et on a quand même quelques cas où les archivistes ont été soit sollicités, soit d'eux-mêmes ont fait avancer en tout cas les choses.
Dans l'affaire Dreyfus notamment, donc il y a eu toute une expertise qui avait été menée, menée une seconde fois, et on a fait appel à des archivistes paléographes spécialisés en fait dans les écritures et dans la comparaison d'écritures, qui ont pu démêler la fameuse clé de voûte de cette affaire avec l'étude du bordereau. Est-ce que c'était la signature de Dreyfus ou pas? Donc là, on a fait appel à des archivistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a peu de documentation, mais on sait quand même que certains archivistes, qui sont des fonctionnaires, hein, donc qui ont un devoir de neutralité, etc. Et certains d'entre eux ont fait preuve de résistance, par exemple, en ayant accès à des sources et en aidant, par exemple, à la fuite de personnes qui étaient normalement réquisitionnées, par exemple, pour le STO, ou une collaboration active, à l'inverse. Mais on s'est rendu compte aussi que les archivistes avaient été traceurs des événements. Ils ont beaucoup écrit sur la période de la guerre parce qu'ils avaient conscience d'être dans une période très particulière. Donc il y a aussi cette notion de témoin en fait, des événements. Et puis il va y avoir sur cette question, notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui a été quand même très douloureuse à tous les points de vue, l'affaire en 91 du fichier de recensement des Juifs, où donc on avait pour habitude de dire que le fichier juif, puisqu'on l'appelait comme ça, de recensement établi par Vichy à la demande des Allemands, qui avait été réputé détruit ou perdu, avait été retrouvé dans les cartons du secrétariat d'État aux anciens combattants. Par Serge Glasfeld, président de l'association Fils et Filles de déportés juifs de France, qui a mené donc toutes ces enquêtes. Et il retrouve ce qu'il soupçonne être ce fichier juif. En réalité, ça sera un autre fichier que celui qu'on pensait, mais ça va être un tollé vraiment dans tous les médias et une prise de conscience qu'il y a des archives quand même qui sont peut-être un peu secrètes. Et que finalement, je vous ai dit, dans les 4 C, il y a la collecte, le classement, la conservation et la communication. Si les archives ne sont pas classées ou qu'on oublie de dire qu'elles sont disponibles, si l'usager n'a pas accès à cette information, on peut dire qu'elles sont un peu secrètes quand même. Donc là, il va mener un vrai travail d'enquête qui va... Ah oui, on les a retrouvés, on ne savait pas bien, c'était... Sans doute qu'on savait très bien où c'était. Mais en tout cas, ça va faire avancer aussi les choses sur ces questions-là. Et vraiment, du coup, plusieurs commissions vont être nommées sur le travail de recensement des archives. Au niveau national, au niveau local, on va faire des guides des sources de la Seconde Guerre mondiale. Ça va bousculer en fait l'accès à ces archives. Et donc on va également avoir un petit peu cette même chose avec, là encore, une histoire sur le massacre des Algériens du 17 octobre 61. Et là, des archivistes vont être impliqués directement. Pourquoi ? Parce que Brigitte Lenné est alors conservatrice en chef du patrimoine et Philippe Grand est conservateur en chef des archives de Paris. Donc ils sont à Paris tous les deux. Maurice Papon donc, poursuit en diffamation en 1999 un historien qui s'appelle Jean-Luc Enaudi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui affirme au sujet des répressions policières qu'il s'agit d'un massacre, un massacre perpétré par des forces de police agissant sur ordre de Maurice Papon. Il demande des dérogations pour avoir accès à ces archives-là. Elles lui sont tout le temps refusées. Donc les dérogations, vous vous souvenez, on en avait parlé. Normalement, si on fait une recherche scientifique, on peut y avoir accès. Il est historien, a priori. C'est toujours refusé. Il décide alors de demander à ces 2 archivistes conservateurs de témoigner en tant qu'archivistes en charge des documents judiciaires, puisqu'ils sont tous les 2 responsables des fonds judiciaires aux archives de Paris. Brigitte Lenné, en 1999, elle décrit devant la Cour, d'après la centaine de dossiers d'instruction subsistants, les divers modes d'exécution des Algériens. Donc en fait, elle témoigne comme quoi dans ces archives, il y a bien la preuve, puisque vraiment, que ce soit les historiens ou les archivistes, on travaille sur une preuve, pas sur des faits qui sont juste répétés. Et du coup, avec un écrit aussi de Philippe Grand destiné au tribunal, ça va permettre à l'historien de gagner son procès. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Ils vont être mis totalement au placard. Il va y avoir des tentatives de sanctions, des menaces de sanctions, des retraits d'attributions. En fait, on ne va pas les sanctionner, mais on va leur enlever toutes leurs attributions. Ils vont être placardisés par la profession. Et donc, il faudra attendre quand même
les années 2000 pour que la communauté défende Brigitte Lenné et Philippe Grand, ça a fait beaucoup de débats parmi les archivistes parce que, oui, est-ce qu'ils avaient le droit de témoigner quand même puisque les archives n'étaient pas communicables, donc est-ce qu'ils avaient le droit de dire à la cour ce qu'ils avaient vu, etc. Donc il y a eu vraiment une scission dans la communauté. Et puis petit à petit, ils ont été réhabilités. Et à tel point qu'en 2020, la promotion des élèves conservateurs de l'Institut national du patrimoine choisit de prendre le nom de Brigitte Lenné, qu'ils décrivent comme ayant exercé son métier de conservatrice du patrimoine en étant passionnément dévouée à son travail, devenant ainsi un modèle inspirant de conscience professionnelle. Donc on va avoir ce qui est vraiment une réhabilitation, puisqu'elle a été décédée en 2018, une réhabilitation et surtout aussi une mémoire pour elle, sur en fait le rôle clé qu'elle avait joué et aussi sans doute quelque chose qui a fait évoluer aussi petit à petit cette notion d'ouverture des fonds dont on a parlé sur notamment la guerre d'Algérie. Certainement, ils y ont contribué. Donc, avec ces documents et ces dossiers qui avaient été conservés. Donc, on a un autre sujet qui en ce moment est quand même assez actuel, c'est celui du secret défense. Donc là, on a bien la notion de secret, vous avez sans doute entendu aussi parler de ça. Ça vise à protéger certains documents dont l'accès pourrait représenter un danger pour la sécurité nationale. Face à des services de renseignement étrangers, des groupes terroristes ou criminels. Je vous avais dit, c'est très lié à l'actualité aussi. Quand on a eu les attentats, etc., on a resserré ces questions-là. Et en 2019 aussi, il y avait 3 niveaux de secret, confidentiel défense, secret défense, très secret défense. C'est passé à 2 niveaux pour s'aligner sur ce que fait les autres pays de l'OTAN, le niveau secret et les niveaux très secrets. Et cette classification, donc, elle se matérialise par un timbre qui est porté, je vous ai mis tout à l'heure, juste avant une photo, directement sur le document ou sur le support. Et puis, ça permet d'identifier l'information comme étant secrète. Et puis, il faut aussi des mesures physiques, des coffres-forts ou des réseaux très sécurisés, organisationnels. Donc, qui peut contrôler la zone, etc. Il y a des degrés d'habilitation pour accéder à ces informations. Et le législateur, donc jusqu'à présent, en fait, on pouvait y accéder au-delà des délais de communicabilité qui existent, vous avez vu dans le Code du patrimoine. Et en 2011 et ensuite en 2020, il y a 2 arrêtés qui disent que pour chaque archive secret défense, il faut déclassifier le document. Et là, ça devient très compliqué parce qu'imaginez une liasse de papier avec tous les tampons, il faut déclassifier, c'est-à-dire que vous mettez un autre tampon en gros pour dire déclassifier le temps, par des personnes habilitées et chaque pièce. Donc là encore, pour faire la demande, même après les délais d'expiration prévus par la loi. Donc là, on a un durcissement énorme de la législation qui est sans aucun doute lié au contexte politique de l'époque, mais qui est quand même renforcé encore en 2020. Donc on pourrait se dire... Et alors là, les archivistes vont se mobiliser, c'est pour ça que je disais que parfois aussi de l'engagement avec l'Association des archivistes français, des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur, des associations, etc., qui vont saisir le Conseil d'État, donc ce n'est pas rien, en disant on veut annuler ces textes qui sont pas réglementaires. Et donc il y a notamment un article du Monde, il y a eu quand même pas mal de débats là-dessus, de relais. Et donc ils vont décider de faire un recours auprès du Conseil d'État. Et, fait absolument incroyable, le 2 juillet 2021, le Conseil d'État dit « L'accès aux archives secret défense doit être possible sans procédure préalable, une fois expirés les délais légaux de non-communication. » Et ce qui est tout à fait remarquable dans ce texte, c'est qu'il est très court. Vous avez la décision juste avant. Depuis 2011, le gouvernement a imposé une procédure de déclassification avant de pouvoir accéder aux archives secret défense. Estimant que cette procédure retarde ou empêche l'accès à ces documents, des archivistes et des historiens ont demandé son annulation au Conseil d'État. La juridiction observe que selon la loi, ces archives sont communicables de plein droit dès l'expiration d'un délai de 50 ou 100 ans. On retrouve là le délai réglementaire du Code du patrimoine. C'est pourquoi le Conseil d'État annule aujourd'hui cette procédure de déclassification préalable,
car elle est contraire à la loi actuellement en vigueur. Donc là, on voit comme une action des archivistes et des historiens qui va vraiment aller très haut. Le Conseil d'État, on peut guère faire plus. Et surtout, la décision, vous voyez, elle est très courte. Elle est très peu argumentée. C'est clair, c'est précis. Donc, ça montre bien que là, il y avait un point de vigilance fort sur ce secret qui ne pouvait pas perdurer. On a eu aussi des exemples de restitution de ces archives qui montrent aussi que pour pouvoir donc retracer les événements, il est absolument essentiel de disposer des archives. On disait tout à l'heure, un historien ne travaille pas sans archives. Donc on a eu un exemple notamment de restitution aux autorités françaises d'archives spoliées durant la Seconde Guerre mondiale par les forces d'occupation allemandes, saisies en 1945 par l'Armée rouge. Donc je vous ai mis toutes les dates. Il y a eu quand même un rapatriement qui a commencé en 1966 jusqu'en 1999 pour rapatrier des fonds en fait, qui appartenaient donc à la France mais qui avaient été spoliés et qui montrent bien que pour pouvoir accéder donc aux sources, il faut pouvoir en disposer. Et encore aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parfois dans les actualités ou lors de catastrophes naturelles ou de catastrophes au niveau des conflits qu'ils peuvent avoir, il y a une conscience de l'importance de préserver comme les archives, même si bien sûr ce n'est pas le premier souci. Mais notamment lors de conflits, par exemple sur des villes qui ont été extrêmement bombardées comme Saint-Nazaire, il y a eu des replis d'archives dans la campagne pour protéger des fonds. Et on a vu ça aussi au niveau international. Et la mise en place aussi au niveau international d'aide quand les archives sont menacées. On a eu le cas du séisme en Haïti en 2010 où il y avait carrément une perte de l'état civil qui est quand même la pièce maîtresse pour prouver une identité, qui ont été reconstituées en partie grâce au travail d'archivistes qui sont partis. Le cas du Mali, avec des destructions dont vous avez dû entendre parler. Et aujourd'hui, si on cite le cas du conflit en Ukraine, il y a eu toute une mobilisation autour aussi des fonds ukrainiens, des prêts notamment, des dons plutôt de matériaux de conservation, pouvoir protéger les archives, les mettre à l'abri, des numérisations aussi des archives de l'État essentielles. Donc un partenariat qui se met en place parce qu'on a conscience que les archives, c'est aussi ce qui permet de prouver les droits de l'État, son existence, etc. Donc une prise de conscience forte que les archives, ce sont des matériaux incontournables. Donc le principe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une traçabilité publique de la conservation. C'est-à-dire que pour des archives publiques qui peuvent être détruites, pour certaines, je vous l'ai dit au début de la conférence, on doit avoir ce qu'on appelle une autorisation du directeur des archives. Et les listes des archives éliminées doivent être conservées. Ça veut dire qu'un usager qui demande un document, s'il a été détruit de manière réglementaire, on doit pouvoir le prouver. C'est important au niveau de la traçabilité. Et on doit aussi communiquer au public la description des archives que l'on conserve. Ça ne veut pas dire qu'elles sont communicables, mais vous devez savoir ce qu'il y a dans les dépôts d'archives. Dans cet esprit-là, donc, les archives nationales, depuis quelque temps, publient le registre de leurs entrées. On sait ce qui rentre dans les fonds publics dans ce souci de transparence. Et nos rapports annuels d'activité avec les fonds collectés notamment sont publiés aussi sur le site des Archives de France. Donc une transparence et une traçabilité pour améliorer et éviter cette crainte du secret. Donc c'est un équilibre difficile à trouver parce que j'espère que vous avez entrevu cette difficulté qui est de garantir l'accès aux archives, bien sûr, à tous et toutes, mais aussi de protéger les citoyens et les institutions, puisqu'on ne peut pas dire je vais mettre un dossier individuel, comme on l'a vu tout à l'heure, librement, mais aussi sur les institutions et la sûreté de l'État. Et donc c'est un équilibre qui est quand même très fragile, et qui est, on l'a vu sur plusieurs exemples, j'espère, est influencé aussi par le contexte dans lequel il s'inscrit. On a vu que sur le travail mémoriel, sur les relations internationales,
sur l'évolution de la société et des mœurs, on a une influence sur, en fait, à la fois cette obligation d'accès, de transparence, mais aussi de protection de l'individu et des groupes. Donc c'est un équilibre qui est toujours fragile, on l'a vu sur le secret défense, hein, c'est une action très récente, et les archivistes ont été vigilants, et il faut l'être aussi de la même façon pour les historiens, pour garantir cet équilibre qui nous permette à la fois d'accéder à ces archives publiques, mais aussi de protéger les citoyens et les institutions. Pour aller plus loin, donc, j'ai mis 3 sites qui vraiment sont essentiels dans notre profession. Le portail France Archives, qui à la fois publie les données réglementaires, les accès aux différents textes que l'on a vus ce soir, mais également des ressources de services d'archives de la France entière pour celles qui les mettent en ligne, et puis des annuaires pour retrouver plus facilement les informations. Vous avez, pour ceux qui voudraient se former un peu plus aux archives, des cours gratuits en ligne. C'est le portail international des archives francophones qui est fait en collaboration avec les Québécois, puisqu'on a des pratiques assez proches et on travaille pas mal aussi ensemble. Et le site de l'Association des archivistes français, qui est la grosse association des professionnels, où il y a aussi beaucoup de ressources sur le métier, pour ceux que ça pourrait intéresser, les formations, les concours, mais également sur tous les sujets d'actualité dont je vous ai parlé. Vous retrouverez des articles qui sont sur les différents débats d'actualité, secret défense, mais aussi sur l'aide à l'Ukraine, tous ces sujets d'actualité que vous pouvez retrouver dans des dossiers. Donc voilà, je pense que je n'ai pas trop dépassé l'heure, ça va. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis à votre disposition, c'est ça ? J'en ai.